La guerre que Donald Trump a déclarée à l'Europe prend un nouveau tournant ce soir après le bannissement de Thierry Breton, interdit de séjour aux États-Unis. Xavier, pour comprendre le retentissement de l'affaire et ses enjeux, images à l'appui devant le grand écran, vous allez nous expliquer pourquoi l'ancien commissaire européen a été sanctionné par Washington et il n'est pas le seul. Non, il n'est pas tout seul. C'est la mauvaise surprise de Noël pour Thierry Breton, mais aussi pour 4 responsables d'ONG engagés dans les efforts de régulation du numérique. Tous les 5 sont donc privés de visa, interdits d'entrer sur le territoire américain. On va voir leur visage. Voilà, on les voit les 5, on en reparlera. En fait, un peu comme de vulgaires oligarques russes, ils n'ont pas le droit d'aller aux États-Unis. La sanction survient, Marie-Aline, moins de 2 semaines après que le réseau social X ait été condamné, vous en souvenez, à une amende de 120 millions d'euros pour violation du DSA, le Digital Service Act. La directive pour combattre la désinformation en ligne, portée à bout de bras, évidemment, par Thierry Breton lorsqu'il était commissaire européen. Et le week-end dernier, d'ailleurs, sur notre antenne, Thierry Breton appelait à se montrer fort face aux États-Unis. On n'a pas à recevoir de leçons de manipulation et de fake news, et en particulier sur les réseaux et sur nos réseaux. Parce que nous, voyez-vous, nous avons voulu mettre des règles très strictes. La liberté de parole, elle est totale et garantie chez nous en Europe, y compris sur les réseaux. C'est ça la spécificité de l'Europe, c'est notre trésor qu'il faut préserver aujourd'hui, et certainement pas écouter les sirènes qu'on nous donne, y compris toute la frange MAGA et libertarienne aux États-Unis, s'appuyant sur ce qu'ont dit les partis populistes en Europe pour précisément ne plus nous permettre d'avoir cette conversation que nous avons ce soir, monsieur, ensemble. Ambiance, règlement de compte à Hockey Choral. Le shérif européen, c'est donc Thierry Breton. Et les hors-la-loi, les outlaws, le gang, ce sont tous ces hommes réunis derrière Donald Trump. Regardez cette photo prise lors de l'intronisation de Trump. Au premier rang, tous les responsables des GAFAM, Elon Musk, Jeff Bezos et le rallié de la dernière heure, Mark Zuckerberg. En une image, une bonne partie de la puissance américaine, Marie-Aline. Un exemple, la capitalisation boursière des 5 magnifiques représente 20 800 milliards de dollars. Le PIB européen, 19 400 milliards de dollars. Le seul secteur numérique, incluant aussi Tesla, pèse plus que le PIB européen. Tous ces hommes, hein. Tous ces hommes, voilà, ils étaient tous là. Le PIB européen. Beaucoup n'étaient pas du côté de Trump dès le départ. Ils se sont ralliés dès qu'ils ont vu que sa victoire était inéluctable. Ironiquement d'ailleurs, c'est sur X, et ça montre bien notre faiblesse sur ce réseau honni de la part des Européens, qu'a répondu Thierry Breton à son bannissement des États-Unis. Un vent de macartisme souffle-t-il à nouveau? À nos amis américains, je dis, la censure n'est pas là où vous le pensez. Alors à l'époque, le sénateur McCarthy avait mené sa croisade anticommuniste essentiellement pour sa propre promotion politique. Aujourd'hui, les États-Unis réagissent pour protéger leurs intérêts, leurs milliards de dollars, tout en utilisant le premier amendement de la Constitution, la liberté d'expression, comme on utilise un cache-sexe. Thierry Breton est la personnalité la plus visible de la volonté européenne de réguler la tech, on le voit ici. Il a souvent bataillé contre Elon Musk à coups de tweet, là aussi c'est paradoxal. Certains lui ont même parfois reproché de se mettre largement trop en avant, mais il n'est pas le seul à être sanctionné. Regardez, Imran Amered, Claire Medford, Anna-Lena von Oldenburg ou encore Joséphine Ballon, tous réunis sur cette image. Dirigeants d'ONG luttant contre la désinformation sont eux aussi interdits d'accès aux États-Unis. Et quand on sait qu'à la fois Trump et J.D. Vance, par exemple, veulent modeler à leur image le personnel politique européen en influant sur les élections, ils l'ont dit à de plusieurs reprises, notamment en faisant monter les partis nationalistes, on comprend mieux que l'Europe a vraiment intérêt à se défendre. Merci Xavier d'avoir posé aussi bien les termes du débat. Gallagher, de quoi cette sanction est-elle le nom ? Je pense que le terme qui est choisi par... Alors, c'est pas l'actuel shérif. Il faut rappeler qu'il n'est plus en fonction. C'est l'ancien commissaire au marché intérieur. Le terme de macartisme est intéressant. Et Xavier faisait référence du nom de
ce sénateur dans les années 50 qui, à l'époque, luttait prétendument contre les communistes. Là, qu'est-ce qui lie, j'allais dire, les 5 personnes que l'on voyait sur le grand écran devant lequel Marilyn et Xavier vous étiez? C'est d'abord le respect du droit, notre droit en tant qu'Européens souverains à réguler l'espace numérique. Contre quoi? Contre la haine, le racisme, l'antisémitisme, l'appel à la discrimination et d'autres infractions qui, encore une fois, sont punies par nos codes pénaux respectifs en tant que nation européenne. Ce sont des personnes, donc, dont les ONG, notamment, luttent contre la haine. Et c'est, j'allais dire, au nom d'une prétendue défense de la liberté d'expression que les autorités américaines s'en prennent à elle. En réalité, c'est une démarche, je pense que ce n'est un secret pour personne, j'enfonce une porte ouverte en l'usant, qui est ultra politique. Dans ce débat, permettez-moi d'accueillir l'ancienne ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Bonsoir, députée européenne Renew. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire et on a évidemment envie de vous entendre. Mais avant de vous donner la parole, Madame la ministre, je me tourne vers vous, Elisabeth. Est-ce que la chasse aux sorcières est de retour en Amérique ? Oui, parce qu'en même temps, en interne, il ne faut pas oublier que, en tout cas hier soir, ils ont annoncé qu'ils voulaient nommer un moniteur, quelqu'un pour surveiller ce qu'ils appellent en gros un bias monitor. Donc, pour surveiller CBS, une des grandes chaînes, c'est comme si quelqu'un de l'Élysée venait nous dire ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire chez LCI. Donc aujourd'hui, c'est une chasse à sorcières en interne et en externe. Tout ce qui ne correspond à leur vision va être un cible. Thierry Breton, qui est, on se souvient des lettres échangées avec Musk, assez virulent, est un cible depuis longtemps. L'Europe est un cible, mais c'est aussi des cibles en interne, et c'est tout un politique qui prend le feu. Et moi, je rejoins Xavier. Ça fait penser au macartisme. Aux grandes différences, c'est que le macartisme était beaucoup plus en interne. Là, c'est aussi une politique étrangère qui prend forme. Général Chevancy. Oui, nous sommes dans un conflit civilisationnel pratiquement. D'abord, on a un éclatement d'Occident. C'est une réalité. Avant, il y avait quand même un bloc avec des valeurs démocratiques partagées. Là, il y a je ne parle pas de dérive, mais une orientation différente de la part des États-Unis. Est-ce qu'elle va durer? C'est un autre sujet, parce que la démocratie aux États-Unis existe quand même, et dans 3 ans, nul ne sait qui sera le prochain président de l'administration. Mais globalement, nous sommes à une divergence profonde sur la manière de voir la société. Alors on peut toujours critiquer liberté d'expression par liberté d'expression. Je pense quand même qu'on nous limite relativement la liberté d'expression en France d'une certaine manière, par exemple, et en Europe, si on met toutes les lois qui vont bien pour, et qu'à un moment donné on peut poser la question. Vous êtes d'accord avec J.D. Vance et Donald Trump? Je n'irai pas jusqu'à là. Je dis simplement, je constate. Vous pouvez vous exprimer totalement librement sur ce plateau, général. Toute liberté. C'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que je fais et j'ose le faire. Donc ça tombe très bien. Non, je pense qu'il y a un vrai débat sur la liberté d'expression avec des limites qu'il faut imposer sans aucun doute. Mais il y a des extrêmes vers lesquels il ne faut pas aller. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que d'un côté, au nom de la liberté d'expression, on autorise à tout ce que l'on veut aux États-Unis, ce qui n'est pas acceptable non plus. Et puis d'autre côté, tout ce qui Europe, plaît à Trump et Musk quand même. Ça se limite à ça, la liberté d'expression aux États-Unis aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est de plus en plus régulé quand même, largement plus que chez nous finalement. Je ne sais pas, je peux pas. Pression sur les patrons de journaux, pression sur les chaînes de télé, avec des amendes gigantesques. Sur des journalistes. Non, mais on revient à la question. On n'a pas ça en France aujourd'hui. On revient à la question effectivement. Est-ce que les médias ont la liberté d'expression totale ou pas? Est-ce qu'ils peuvent l'avoir totalement ou pas? C'est un vrai débat de société, un débat démocratique, où dans ce cadre-là, finalement, les électeurs devraient se positionner. Alors la question est de savoir, est-ce que tous les électeurs américains cautionnent ce que fait Donald Trump? Et puis je voudrais quelque chose sur la première image que je vous ai montrée tout à l'heure. Moi j'ai quand même, alors là je vais dépasser la question de la liberté d'expression, moi j'ai quand même l'impression d'avoir une sorte de mafia des milliardaires. Ah oui, l'image des 5, que Xavier a montré, qui détiennent l'équivalent du PIB de l'Europe. McCarthy, c'était pour lui, eux, c'est pour En rappelant que Bezos a l'image. J'ai quand même l'impression qu'il y a une tentative de mainmise sur l'économie mondiale par ces gens-là. Et je trouve que c'est beaucoup plus dangereux que tout ce qu'on vient d'évoquer sur la liberté d'expression. Parce qu'à la limite, la liberté d'expression, on peut toujours répondre quand on a la liberté d'expression. En revanche, là, il y a une mainmise économique
sur l'économie mondiale par quelque chose auquel on s'est soumis, puisque finalement, il n'y a qu'eux qui fournissent les grands médias, enfin les grands réseaux Internet et autres, et nous sommes complètement démunis, parce que technologiquement, on n'a pas été capable de faire face. Donc aujourd'hui, je crois que le danger il est plutôt là, et que là, on peut verrouiller notre liberté d'expression, parce que ces gens-là permettent une forme de liberté d'expression de s'exprimer, mais nous sommes embêtés. Vous êtes bien sur Twitter. Moi, j'y suis sur Twitter. Et bien sûr, je suis et sur quand on voit X. ce qui est écrit dessus, il y a un moment où on se dit, parfois, il faut aussi limiter ce qui est exprimé dessus. Le président de la République a dénoncé le couperet américain. Ces mesures s'apparentent à de l'intimidation et à de la coercition visant à saper la souveraineté numérique européenne. Que dit l'ancienne ministre en charge de l'Europe et députée européenne ? Écoutez, c'est quand même un paradoxe de voir qu'il est plus facile à Vladimir Poutine, un criminel de guerre, de se rendre aux États-Unis qu'à Thierry Breton, un ancien commissaire européen. Ça veut dire que les valeurs américaines sont cues par-dessus tête. Les alliés d'hier deviennent les adversaires d'aujourd'hui et inversement. C'est absolument sidérant de voir un pays basculer aussi vite dans sa définition de la liberté d'expression, dans celle de Donald Trump. Souvenez-vous quand même que les journalistes qui contrarient Donald Trump ne sont plus autorisés à venir à la Maison-Blanche. Ils sont remplacés par des influenceurs du Parti républicain, du mouvement MAGA. Regardez aujourd'hui le classement des États-Unis au classement mondial de la liberté de la presse. Ils sont 57e, c'est-à-dire derrière un pays comme la Sierra Leone. Et on voudrait nous donner des leçons de liberté d'expression, alors que ce que Thierry Breton représente, c'est d'avoir été l'artisan d'une législation qui a été adoptée par 90% des députés européens. S'il faut sanctionner tous ceux qui sont favorables au DSA, il va falloir interdire à 650 députés européens de se rendre aux États-Unis et aux représentants de tous les pays européens qui ont aussi voté en faveur de cette loi sur les services numériques. Cette loi qui ne dit qu'une seule chose, ce qui est illégal dans la vie réelle devient illégal en ligne. C'est-à-dire que le négationnisme, le révisionnisme, l'antisémitisme, le racisme, l'appel au terrorisme, la pédopornographie sont illégaux et doivent être illégaux en ligne, et les plateformes ont une responsabilité. C'est ça que demande la loi sur les services numériques et c'est ça que refusent aujourd'hui les patrons des plateformes, alors qu'hier, quand nous avons conçu cette loi, ils étaient associés à la conception, au dialogue sur comment est-ce qu'on allait réguler l'espace numérique. Et c'est cette lutte contre la désinformation que défend Thierry Breton. Nathalie Loiseau, est-ce que c'est le monde à l'envers aujourd'hui ? Les ennemis d'hier sont devenus les alliés d'aujourd'hui pour Donald Trump. On verra la réaction de Moscou qui jubile après la sanction américaine contre Thierry Breton. Oui, si vous êtes Vladimir Poutine, vous êtes reçu en Alaska pour la présidence des États-Unis. Si vous êtes les émissaires de Moscou, vous êtes reçus en Floride par les émissaires de Donald Trump. Mais à l'inverse, si vous dites simplement que vous êtes européen et que si les réseaux sociaux américains veulent faire des affaires en Europe, ils doivent respecter le droit européen, là vous devenez persona non grata. C'est effectivement le monde à l'envers. De quoi Donald Trump a peur? Si Thierry Breton venait aux États-Unis, qu'est-ce qu'il risquerait de faire? Éventuellement d'expliquer aux Américains que sortir du Far West numérique, revenir vers une forme de civilisation des réseaux sociaux serait dans l'intérêt de la démocratie américaine. Est-ce que c'est ça qui fait peur à Donald Trump? Nathalie Loiseau, vous restez avec nous. La phrase Frédéric Delpech, Nathalie Loiseau, est très forte. C'est plus facile de venir aux États-Unis quand vous êtes Poutine que quand vous êtes un commissaire européen. Il faut dire que beaucoup de ministres sont montés au créneau pour soutenir Thierry Breton. Oui, bien évidemment. Alors d'abord, vous l'avez dit, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Macron qui a parlé d'intimidation. Donc effectivement, des soutiens à Thierry Breton qui sont arrivés assez vite et globalement d'ailleurs de l'ensemble du camp macroniste. Cela étant dit,
quand on regarde les réactions aujourd'hui, moi je suis assez frappé de voir qu'il n'y a pas non plus une unanimité à soutenir et à défendre bec et ongle Thierry Breton. Il n'y a pas eu de réaction, par exemple, des grands chefs de parti, ni Jordan Bardella, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Édouard Philippe, ni Bruno Retailleau. Aucune réaction, silence radio. Si on regarde la réaction de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Oui. une réaction extrêmement mesurée. On va continuer à défendre la liberté d'expression, mais quand il est question de que fait-on, que fait-on pour répondre à cette interdiction de séjour formulée à l'égard de Thierry Breton, il n'y a pas beaucoup de précision. Très intéressant ça. Est-ce que finalement les Européens sont intimidés par Donald Trump? Nous partirons également à Moscou, où le Kremlin n'a pas tardé à réagir après la sanction américaine contre Thierry Breton. Le grand dossier se poursuit. Vous êtes bien devant le grand dossier au bon endroit ce soir, un grand dossier consacré à cette question. Trump prêt à tous les coups face à l'Europe. La question se pose depuis cette sanction inédite annoncée il y a quelques heures, du jamais vu dans l'histoire récente de la France et dans celle des États-Unis. Une personnalité politique française de premier plan, Thierry Breton, ancien ministre, commissaire européen, banni des États-Unis, interdit de visa sur le sol américain par le clan Trump pour avoir osé s'opposer aux GAFAM. Regardons ensemble cette image de ce clan des hommes d'affaires les plus puissants au monde, qui représentent à eux seuls l'équivalent du PIB de l'Europe. On sait que ce sont eux qui ont fait pression pour que Thierry Breton soit sanctionné d'une manière ou d'une autre. Et regardez la réaction, l'une des réactions d'Elon Musk, qui est en conflit ouvert avec Thierry Breton sur la régulation des GAFAM, qui jubile l'absurdité stupéfiante de Thierry Breton en tirant de l'Europe. C'était au mois de janvier. Et Thierry Breton, lui, avait répondu « Tirant de l'Europe, ouah, mais non Elon Musk, l'Union européenne n'a pas de mécanisme pour annuler quelque élection que ce soit, où que ce soit dans l'Union européenne. » Gallagher, est-ce que l'homme le plus riche du monde a pu peser dans cette décision ? Oui, bien sûr, il y a une chronologie quand même dans cette affaire, puisque justement X vient de faire l'objet d'une amende de 120 millions d'euros pour non-respect justement au DSA, à la fois sur l'opacité de l'algorithme, sur les empêchements d'accès, notamment pour ceux qui font de la recherche sur le sujet de l'espace numérique, aux algorithmes, et aussi manque de transparence sur la publicité. C'est les trois critères sur la base desquels le réseau social a été sanctionné. Et donc on voit avec ces sanctions que Elon Musk a encore une ligne directe vers l'administration, puisque vous savez, il y avait cette soi-disant brouille entre Elon Musk et Donald Trump. C'est aussi, pardon, mais un petit moment d'heure de gloire pour Thierry Breton, dont je rappelle qu'il n'est plus en fonction et qui lui donne quand même une importance presque disproportionnée par rapport au rôle qu'il joue actuellement. C'est-à-dire ce qu'il a laissé à l'Union européenne, notamment le DSA, et pas seulement, sont des instruments extrêmement importants auxquels pas grand monde ne s'intéressait, jusqu'à ce qu'on soit, j'allais dire, plongé dans ce moment d'affrontement qui est très important pour l'Union européenne. Et à mon avis, et tout à l'heure on a cité le président français, il utilise quoi comme terme ? Coercition, oui. Intimidation et coercition. Coercition, pour moi, ça fait écho à la question qui suit nécessairement. Qu'est-ce qu'on fait face à cela ? Eh bien, il se trouve que l'Union européenne s'est dotée d'un outil qui s'appelle l'instrument anti-coercition, qui, en cas d'ingérence, de menace ou de manœuvre d'intimidation économique et ou politique, l'Union européenne a à sa disposition un arsenal de mesures politiques, économiques, financières, diplomatiques, qu'elle peut utiliser pour faire face. Est-ce qu'on en est à ce moment-là de notre histoire commune ? Je ne le sais pas, mais à mon avis, ce n'est pas un hasard si le président français, qui a quand même le choix des mots, a utilisé celui-là en l'occurrence. Elisabeth.
Alors moi, je rejoins Gallagher. La question devient, et on parlait tout à l'heure de pourquoi il ne répond pas à un certain nombre, c'est la question de volonté politique et à quel point des personnes peuvent avoir peur ou des conséquences ou peur tout court. On le voit aussi aux États-Unis, alors qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec le président, plus personne ose dire non et mettre les points sur la table. On a des moyens, il faut aussi que l'Europe utilise les moyens dont ils ont en stock pour justement dire non au président, parce que sinon ça peut aller encore plus loin. Bien justement, au chapitre de la volonté politique, je voudrais faire réagir l'ancienne ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui est avec nous, et je l'en remercie, députée européenne Renew. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit, comme le disait avant la pause Frédéric Delpech, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dit « La liberté d'expression est le fondement de notre démocratie européenne, forte et dynamique. Nous en sommes fiers et nous la protégerons ». C'est un peu timide comme réaction et comme soutien à Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre français. Alors c'est très faible comme réaction et ça fait un moment que la présidente de la Commission européenne marche sur des œufs et a la main qui tremble quand il s'agit de mettre en œuvre tout simplement, d'appliquer le droit tel que nous, législateurs, l'avons voté. La loi sur les services numériques, c'est pas une loi qu'on met quelque part pour faire joli et dont on ne se sert pas. La première fois qu'il y a eu une sanction, c'était contre X récemment, Gallagher Fenwick l'a rappelé, 120 millions d'euros. Il est vraisemblable que d'autres sanctions sont nécessaires. Il y a des enquêtes qui sont en cours vis-à-vis de X, mais aussi vis-à-vis d'une plateforme chinoise comme TikTok. Des enquêtes parce qu'on soupçonne que, par exemple, l'algorithme de X aurait été manipulé pendant la campagne électorale allemande pour favoriser le parti d'extrême droite, l'AfD, et défavoriser les autres. C'est très grave, ça correspond à une ingérence de la part du patron d'une entreprise étrangère, Elon Musk, dans un débat électoral européen. Il y a une enquête qui a été lancée par la Commission, qui est terminée depuis longtemps. On n'a toujours pas le résultat de cette enquête. Et je crois que si Ursula von der Leyen doit comprendre quelque chose aujourd'hui, et nous lui demandons très fermement, nous, parlementaires européens, c'est qu'elle est là pour appliquer le droit, pas pour se retenir, pas pour faire de la diplomatie, ça n'est pas son rôle. Et à l'évidence, avec Donald Trump, tout ce qui est une manière de restreindre ses intentions est perçu comme un signal de faiblesse. Puisque Donald Trump considère qu'il peut interdire de territoire américain Thierry Breton, après tout, si c'est la seule conséquence de la mise en œuvre de nos lois, eh bien, allons-y, désolé pour Thierry Breton, mais n'ayons pas peur d'être nous-mêmes les shérifs de notre espace numérique européen. Mais c'est exactement ce que défend Thierry Breton. Pour rebondir sur ce que dit l'ancienne ministre des Affaires européennes, Frédéric Delpech, timidité de la réaction européenne et timidité des réactions aussi en France. Oui, alors timidité de la réaction européenne, mais on avait vu précédemment dans un autre dossier les questions des droits de douane. Certains en Europe avaient trouvé Ursula von der Leyen assez timide face à Donald Trump dans un golf en Écosse lorsqu'elle s'était rendue pour valider l'accord sur les droits de douane avec les États-Unis. Bon, en France, c'est un autre débat. La question est de savoir qu'est-ce que la France peut faire seule. Oui. En l'occurrence, là, ça semble être assez limité. En tout cas, il n'y a pas de, à part peut-être certains qui peuvent proposer une sorte de réciprocité, c'est-à-dire on pourrait interdire en France la venue d'Elon Musk ou de certaines personnalités de l'administration Donald Trump. À part ces propositions, mais qui ne sont pas reprises par les principaux leaders politiques, les réactions sont plutôt de soutien, de surprise, même de stupéfaction, oui, on l'a vu, mais que faire, comment répondre? Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de réponse claire, parce que de toute façon, la question ne peut se déterminer, ne se jouer qu'au niveau européen, puisqu'il s'agit de la mise en place de ce DSA européen, et que la France seule on a vu, si pour être vraiment très franco-français, on a vu le débat sur le budget avec une taxe sur les GAFAM qui avait été doublée par certains députés et votée.
le gouvernement s'est bien sûr empressé de supprimer ce doublement de la taxe GAFAM parce que ne pas froisser ces GAFAM. Donc, on le voit, c'est quand même beaucoup de, peut-être, alors l'arme de crocodile, j'en sais rien, mais en tout cas, beaucoup aujourd'hui pleurent sur cette interdiction de séjour pour Thierry Breton, mais pas vraiment de proposition, de réaction concrète à présenter face aux États-Unis. Oui, c'est ce que lui reproche Donald Trump. Il reproche aux Européens de beaucoup parler et de peu agir. C'est cruel. Réaction cruelle aussi pour les Européens, celle de Moscou. Regardez ce que dit Kirill Dmitriev. C'est le messager de Vladimir Poutine, son émissaire sur le front de la guerre en Ukraine. Et regardez ce dessin. Les livres d'histoire appelleront ça un boomerang des sanctions de l'Union européenne. On voit vraiment bien ce qu'on se prend en pleine figure. Et il ajoute, l'Union européenne devrait peut-être vraiment commencer à écouter Papa Trump. Russes et Américains alliés contre nous, Xavier ? Oui, et tout le débat est là. Moi, c'est très intéressant, Kirill Dmitriev, parce que quand il est venu en Floride pour la première fois, il y a un peu plus d'un mois, je n'ai pas compris, parce que je me suis dit, mais comment ce personnage qui est sanctionné par les États-Unis, qui n'a pas le droit de voyager aux États-Unis, comme Thierry Breton aujourd'hui, même exemple que nous donnait Nathalie Loiseau tout à l'heure par rapport à Vladimir Poutine, peut venir aux États-Unis. En fait, avant l'entretien avec les Américains, il a été retiré de la liste des personnes sous sanctions américaines pour lui permettre d'aller aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment une démarche volontaire pour accueillir sur le sol un des représentants de l'administration du Kremlin et pas n'importe qui. Mais effectivement, ils vont en profiter, les Russes, puisque eux, ce qu'ils veulent le plus aujourd'hui, c'est pas que la guerre s'arrête, ils s'en fichent, ils sont prêts à la continuer pendant des années et des années si leur économie tient le coup. Ce qu'ils veulent, c'est l'arrêt des sanctions, justement pour que leur économie puisse tenir le coup et qu'ils puissent continuer à mener leur guerre en Ukraine. Ce que négocie Dmitriev avec Kushner et Witkoff, c'est pas des dizaines de kilomètres carrés ou des centaines de kilomètres carrés sur le territoire ukrainien, c'est que on puisse à nouveau faire du business et qu'ils puissent à nouveau s'enrichir et deux, que leur pays puisse financer la guerre. C'est ça qui est important pour eux. Donc effectivement, qu'un Européen en vue soit sanctionné par les Américains, c'est du pur bonheur. C'est presque, j'allais dire, alors c'est pas Noël en Russie. Noël, ce sera le 7 janvier. Ils ont un décalage de calendrier. Mais pour eux, c'est un cadeau de Noël dont se satisfait Kirill Dmitriev. Gallagher ? Moi, je trouvais que c'est le général Chauvency tout à l'heure qui a mis le doigt sur ce qui est au cœur de ces discussions un peu technocratiques, là, dans lesquelles on est un peu en train de se perdre. Je me perds en tous les cas. Et c'est bien d'utiliser Kirill Dmitriev pour rappeler en fait ce qui est en train de se jouer. Je crois que c'est un moment, si vous voulez, et un de plus, j'allais dire, où on a enfin besoin de clarté sur ce que nous sommes et qui nous sommes. En l'occurrence, Kirill Dmitriev, il a été décoré, et par la France, et sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Et c'est une ambassadrice qui vient ici régulièrement qui l'a décoré. Donc, il utilise le terme histoire, et ça me marque. C'est-à-dire qu'effectivement, les générations futures vont se pencher sur ces moments pour voir un petit peu qui a parlé et qui a fait quoi. En l'occurrence, je ne pense pas qu'il y ait d'alliance entre les Américains et les Russes, mais les Russes sont en train de la jouer très très fine pour instrumentaliser faiblesse, déliquescence démocratique américaine, et nous, effectivement, on est la cible. Et dans ce moment, il faut encore une fois, à la fois qu'on parle clairement, mais qu'on agisse aussi. Alors moi, je suis allergique au terme de civilisation. Je préfère l'idée de nation, je préfère l'idée de pays. Alors vous avancez sur notre débat suivant. Oui, c'était au cœur des débats. Mais profitons de ce moment, parce que tout à l'heure, le général Chauvency parlait de la liberté. Et on a en face des gens qui, pour le Elon Musk, a plutôt une vision, j'allais dire, purement néolibérale, économique. Lui, il s'en prend au pouvoir régulatoire qu'on représente parce que ça va à l'encontre de ses intérêts purement financiers. Et d'ailleurs, quand Xavier de Giacometti parlait des 5 mousquetaires, ce qui est impressionnant chez eux, pour moi en tous les cas, c'est pas leur poids économique. C'est que si vous regardez ces 5 personnes, 4 ou 5 personnes, à elles toutes seules, elles représentent probablement à peu près 80-90% des instruments que l'on utilise pour consommer de l'information. Et elle contrôle en grande partie une partie de ce que nous consommons à travers les instruments qu'elle possède et qu'elle vendent. Et donc, et j'en termine par là, pardon, j'ai été trop long, et c'est aussi pour Madame la députée, l'urgence, il est urgentissime que nous développions et que nous accélérions notre souveraineté, à la fois sur ces instruments physiques, technologiques, mais aussi sur
voilà, les moyens de consommer. Et ce qu'on consomme sont de la mais souveraineté. c'est le combat afin que de mène nous Nathalie Loiseau depuis immuniser très et de nous longtemps. protéger face à ce genre de menaces. Permettez-moi de remercier l'ancienne ministre des Affaires européennes et députée européenne Renew, Nathalie Loiseau, d'avoir été avec nous dans le grand dossier. Vous l'avez bien compris, l'affaire Thierry Breton, c'est le climax d'une guerre économique, idéologique que nous mène le clan Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Le président américain qui se félicite d'avoir gagné son bras de fer contre nous sur les droits de douane, pas plus tard que lundi dernier, il y a 2 jours. Il a assuré avoir fait plier Emmanuel Macron sur le prix des médicaments lors d'un échange téléphonique. Écoutons-le. J'ai parlé à un homme très sympathique, le président Macron. Je lui ai dit, Emmanuel, il faut que tu augmentes le prix des médicaments. Il a répondu, non, je ne vais pas faire ça. Je lui ai dit, si. Il a dit, non, ce n'est pas acceptable. Je lui ai dit, Emmanuel, tu vas le faire, s'il te plaît, accepte, et dès maintenant, sois gentil, tu vas le faire. Non. Je lui ai dit, si. Il m'a demandé, pourquoi tu continues à me dire que je vais le faire? Parce que si tu ne le fais pas, je vais mettre 25% de droits de douane sur tout ce qu'on importe de France. Il a dit, oh, je vois, je vais le faire. Et tous les autres pays ont dit la même chose. Xavier, est-ce la preuve cruelle que nous ne faisons pas le poids face à Trump? Non. C'est la preuve cruelle que Donald Trump veut nous faire croire que nous ne faisons pas le poids. C'est vraiment inversé. Par rapport à son premier mandat, il y a une différence essentielle. C'est que là, d'entrée de jeu, connaissant tous les mécanismes d'abord de la politique américaine, ensuite de la politique au niveau mondial et par rapport à l'Europe, il a décidé de se montrer à la fois intraitable, menaçant et de ne laisser personne pouvoir à un éventuel moment lui dire non. Alors, à part Vladimir Poutine, à part le président Xi, mais parmi ceux qu'il considère comme étant les faibles, il n'est pas question de lui dire non. Et c'est là qu'il faut réagir. Parce que quand on regarde l'affaire de l'amende de Musk, Twitter, X, on se souvient aussi qu'en mai 2022, au Texas, dans une usine Tesla, Thierry Breton avait rencontré Elon Musk et qu'à l'époque, ils étaient presque les meilleurs amis du monde et que Musk, qui était en train de racheter Twitter, lui avait demandé justement beaucoup de conseils par rapport au fait de se mettre en conformité avec la législation européenne à venir, comment lutter justement contre les manipulations sur les réseaux, contre la désinformation. Mais c'est à partir du moment où Musk a eu son ami Trump à la présidence des États-Unis que là, il s'est affranchi de toutes les règles, qu'il se croit tout permis. Si on pense que Donald Trump peut nous menacer de tout et n'importe quoi et que nous ne pouvons rien dire, effectivement, nous ne pourrons rien dire. En revanche, s'il commence à y avoir une résistance, exactement de la même manière avec Vladimir Poutine, on est un peu sur ce plan-là et ce plan-là uniquement en face des mêmes personnages qui cherchent d'abord à impressionner, à faire régner la terreur pour pouvoir régner sans partage. Alors pourquoi Donald Trump nous malmène-t-il autant au-delà de la guerre commerciale? La réponse est là. L'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis, c'est son but. Et ils ont fait du bon travail, mais maintenant, je suis président. Ils ne font pas un bon travail, l'Europe ne fait pas un bon travail à bien des égards. Ils parlent trop et n'agissent pas. Donald Trump est-il en guerre idéologique avec nous les Européens? Si on regarde le NSS, donc c'est le document stratégique qui est sorti il y a 2 semaines maintenant, on a quand même bien cette impression. Idéologiquement, il s'aligne avec des partis en Europe comme l'AfD, comme l'extrême droite en France, mais il est contre les valeurs européennes qui ont été le socle de l'Union européenne notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il aussi instrumentalise ça en interne pour créer cet ennemi, pour aussi le vendre au peuple américain. Cette question de médicaments, c'est pas totalement anodin. Si vous voulez parler de la santé, qui est un enjeu majeur aux États-Unis, expliquer à vos électeurs qui sont les ennemis. Si vous dites que c'est plus la Russie, il faut trouver comme un autre ennemi. Et aujourd'hui, il est en train de construire cet ennemi à travers l'Europe. L'Europe, pour qui c'est leur faute si vos médicaments sont trop chers, si vos produits sont trop chers. C'est quand même assez intéressant et c'est une guerre, en tout cas c'est une guerre informationnelle, c'est une guerre idéologique et ça devient de plus en plus fort quand même. C'est ce que nous rappelle l'essayiste visionnaire Julian
Giuliano da Empoli, qui est l'auteur du Mage du Kremlin et de l'heure des prédateurs. Voici ce qu'il écrit dans les colonnes de la Tribune. Et ça va vous intéresser, Général Chevancy. Il dit « Le terrain militaire est annexe. La vraie bataille se déroule dans l'arène du numérique. Car c'est là que tout s'est déplacé aujourd'hui. » C'est ce que vous disiez aussi, Gallagher. Nos vies, nos sociétés, le pouvoir. Oui, mais le terrain militaire n'est qu'annexe, je suis tout à fait d'accord. Hein, je le sais. Parole de général. Ah oui, tout à fait, parce que s'il n'y a pas une économie, s'il n'y a pas des valeurs, le soldat sur le terrain ne fera pas grand-chose. Il fera avec ce qu'on lui donne. Donc le terrain militaire devient annexe. Ensuite, la notion d'information est intéressante, on a évoqué il y a quelques instants, et numérique. Moi, j'ai fait une thèse sur la guerre de l'information il y a quelques années. Pour moi, l'information est l'arme ultime des démocraties. Je démontrais, en disant que c'était une arme maintenant. Et c'est ce qu'on découvre depuis tout à l'heure dans notre discussion. Si on n'a pas pris en compte que tout ce qui était information d'une part et support de l'information, eh ben, nous pouvons conduire à une forme de défaite, et pas forcément utilisant des armes traditionnelles sur un champ de bataille. Et ça, on ne l'a pas compris. On s'est mis justement derrière l'idée que tout le monde allait être bien gentil, qu'on allait voir tout réguler comme on voulait, qu'on pourrait contrôler ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire. Ben, le résultat qu'aujourd'hui, c'est que l'information est une arme de guerre. Et cette arme de guerre, elle a parfaitement été intégrée justement par ces GAFAM qui ont le pouvoir technologique, et vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Gallagher. En fait, comme on a eu des échecs technologiques dans le contre-pouvoir numérique, bah aujourd'hui, on est pieds et mains liés, et je ne vois pas comment, d'ailleurs, on pourra s'en sortir. Comment peut-on supprimer nos téléphones demain, nos ordinateurs, toutes les structures qui vont autour, on ne peut pas. Pas avant 10, 15, 20 ans. Et tout sera fait pour que cela n'arrive pas. Alors maintenant, effectivement, il y a un autre point que je voudrais aborder. Je rebondis quand même sur la notion de civilisation. Nous sommes dans une opposition, je ne suis pas d'accord, il faut redire Huntington, hein, il l'a bien écrit. Hein. Nous sommes dans un conflit civilisationnel. Alors vous défendez la notion de nation, mais une nation, il n'y a pas de nation en Europe. Il y a une nation plurielle. N'oublions pas ce que disait De Gaulle. Comment ? Il y en a 27. Il y a 27 nations. Oui, justement, 27 nations. Donc, on est bien dans un concept civilisationnel où les 27 nations se retrouvent. Et dans laquelle on avait une 28e ou une 29e, le Canada, les États-Unis, qui pouvaient éventuellement s'identifier. Or, aujourd'hui, on a cette séparation très nette et tout est fait pour que cette séparation s'accentue. Et le résultat, c'est quoi ? C'est nous mettre en vassalité. Ça, on le dit régulièrement. Oui. Nous sommes en situation de vassalité. Et la vassalité va passer par l'économie, pas forcément la dimension militaire. Une vassalité librement consentie. Et là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Xavier tout à l'heure. Hein, nous avons quand même une petite scène au mois de juillet dernier où l'Europe a montré sa faiblesse réelle, puisque c'est bien de dire qu'on peut s'opposer à, mais le problème c'est qu'on a un von der Leyen qui a accédé à tout et que Trump a gagné. Il a imposé quelque chose, on a dit bravo, et on se soumet. Donc on ne peut pas en permanence dire que oui, on est très très fort, puis dès qu'il y a une situation concrète, on devient faible. Et ça, la faiblesse. Et par rapport à von der Leyen, moi je me fais une réflexion, c'est qu'en fait, effectivement, on peut regarder sur le papier, elle a largement cédé, mais ce qu'on peut se dire derrière, c'est que finalement, les 27 chefs d'État, ou la plupart d'entre eux, étaient bien contents qu'elle cède, parce que ça leur évitait de le faire, ça leur évitait d'apparaître en position de faiblesse par rapport aux Américains. Mais cette situation de vassalité, les Américains la souhaitent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ils ont réussi à quasiment nous y maintenir. La preuve, tout ce qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir être totalement souverain dans le plein sens du terme. Aujourd'hui, Trump est obligé d'être menaçant pour continuer à exercer cette vassalité. Et évidemment, le conflit en Ukraine est pas du tout étranger à ça, puisque pour réussir à faire rentrer dans le rang, faire partir d'Ukraine éventuellement Vladimir Poutine, on ne peut le faire, on considère qu'on ne peut le faire qu'avec les Américains. Elisabeth. Alors, je rejoins Xavier. Si on regarde, par exemple, le plan Marshall, si on regarde même, moi je pense, par exemple, au niveau de la défense, quand Madeleine Albright, à l'époque, parle de la défense européenne avec les 3 ou 4 D, il ne faut pas dédoubler. Enfin, en gros, il ne faut pas être autonome. Les États-Unis n'ont jamais voulu d'une Europe autonome, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons militaires. Et aujourd'hui, alors qu'on prend de plus en plus cette autonomie avec le DSA sur un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres, qui sont peut-être pas partagées par les États-Unis, surtout par cette administration, c'est là où ça gêne. Et c'est là où Donald Trump, qui est dans la revanche aussi, et c'est même Suzy Wiles, son chef de cabinet, qui a dit que c'est quelqu'un qui a l'esprit de revanche, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Dans l'article qui est sorti dans le Vanity Fair, elle en parle. C'est ça aussi. Vous ne faites pas ce que je veux, vous n'êtes pas assez vassilisé, voilà, moi je vais vous punir. Vous tentez de vous rebeller et je vous punis. Ça prouve qu'il a les moyens de le faire.
c'est tout. Oui, bien Donc sûr. il est le plus Mais évidemment, fort. mais il y a, Et s'il est c'est le plus toujours fort, pareil. On est dans, pas à mon sens, on est dans le même débat que par rapport à l'agression russe en Ukraine, une question de volonté. Et c'est avec la volonté qu'on gagne les guerres. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit civilisationnelle ou qu'elle soit sur le terrain strict de la guerre. J'ajouterai à la volonté, il faut quand même les moyens quand même, hein, parce qu'une volonté sans moyens, on va pas très loin. Hein. Enfin, Mais moi, j'ai la faiblesse de croire que la volonté peut donner les moyens. L'Ukraine face à la Russie. Voilà, exactement. Dans Merci, ses Gallagher. coups assénés à l'Europe, Donald Trump a un partenaire particulièrement féroce, son bras droit, J.D. Vance, vice-président. Encore pire, souvenez-vous de sa charge d'une violence inouïe contre l'Europe lors de la conférence de Munich sur la sécurité. S'il est important dans les années à venir que l'Europe renforce considérablement sa propre défense, la menace qui m'inquiète le plus pour l'Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure, le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Dans le grand dossier vient de nous rejoindre André Caspi. Bonsoir. Bonsoir. Historien, grand spécialiste des États-Unis. Je rappelle votre dernier ouvrage. Vous êtes l'auteur de Mes chroniques américaines, de Pocahontas à Joe Biden, 20 moments clés de l'histoire des États-Unis, aux éditions L'Observatoire. André Caspi, on a entendu J.D. Vance, on a entendu le président américain Donald Trump. Nous ne partageons plus les mêmes valeurs que l'Amérique. Je pense qu'en règle générale, il y a toujours eu un fossé entre les États-Unis et l'Europe. Mais actuellement, le fossé s'accroît. Et il s'accroît d'autant plus qu'on est dans la perspective de très prochaines élections, des élections mid-term qui auront lieu l'année prochaine au mois de novembre, et qu'en général, dans ces élections mid-term, le président en place perd des voix. Il perd des voix, il perd des sièges, et comme la majorité actuelle de Donald Trump est quand même très étroite, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants, il n'est pas exclu, mais vous savez, en tant qu'historien, moi je ne prévois que le passé, mais il n'est pas exclu que Donald Trump se retrouve en minorité l'année prochaine, et par conséquent, il doit manifester dès maintenant sa volonté de résister, et d'autant plus qu'il y a aux États-Unis une inflation qui nuit à l'autorité en place, et que tout cela, en somme, contribue sans aucun doute à exacerber encore l'attitude de Donald Trump, qui, reconnaissons-le, n'est jamais une attitude de modération. J.D. Vance est même allé encore plus loin sur le terrain de la sécurité. Dans une interview accordée au site d'information britannique Unheard, voici ce qu'il dit. « Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique que l'Europe soit un vassal permanent des États-Unis en termes de sécurité. La sécurité européenne a été, depuis ma naissance, subventionnée par les États-Unis. » Alors, il y a 2 points. Le terme de vassal, qui est quand même particulièrement méprisant, et puis le fait qu'il n'est plus question que les Américains payent pour la sécurité européenne. Oui, mais ça, n'importe comment. Il suffit de regarder le texte qui a été publié il y a très peu de temps sur la stratégie américaine pour retrouver ces propos, pour retrouver cette tendance. Ça n'a rien de très original en ce qui concerne l'équipe en place. Ça veut donc dire qu'il y a une rupture. Pour l'instant, je ne dis pas qu'elle est définitive, mais enfin une rupture qui est éclatante entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis ne veulent plus considérer qu'ils sont les défenseurs de l'Europe. L'Europe compte infiniment moins dans leurs calculs qu'elle ne comptait il y a encore quelque temps. Et je crois qu'avec J.D. Vance, ça sera certainement plus affirmé, d'une manière plus subtile qu'avec Donald Trump, mais Vance n'a aucune sympathie particulière pour l'Europe, exactement comme Donald Trump. Ah, on l'a bien compris. Elisabeth, la sécurité des Européens n'est plus l'affaire de l'Amérique ?
En tout cas, et je pense que il ne faut pas le regarder juste pour cette administration, mais aussi parce que si, par exemple, moi je rejoins André Caspi, je ne vais pas prévoir les prochaines élections, mais on sait que Vance pourrait être le prochain candidat républicain à la présidence en 2028. Il faut aussi prévoir, c'est-à-dire si Vance gagne, on peut imaginer que ça perdure, cette vision de l'Europe. Mais ce qui est intéressant de cette vision de l'Europe, très clairement, on va dire, adversarial. Je ne dirais pas que c'est notre ennemi, mais on y est presque. Ils veulent qu'on ne soit pas vassalisés, soi-disant, mais ils veulent bien qu'on achète leurs armes. Et il faut comprendre quand même qu'il y a quand même un sort de problème dans leur discours, parce qu'ils veulent bien qu'on leur vende des médicaments, mais à des prix plus bas. Ils ne veulent pas peut-être couvrir, enfin, être impliqués dans l'OTAN, mais par contre, ils veulent bien nous vendre des armes. Et ça, on le sent, notamment à Washington, que quand même cet aspect commercial, ce business d'armement, ça, par contre, ils sont toujours très intéressés. Gallagher. Non, mais en fait, pour les Américains, l'Europe, c'est un marché. C'est un marché pour tous les produits américains. C'est-à-dire qu'au fond, ils considèrent que, comme on vient de le dire, il faut vendre. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il faut défendre. En fait, tout le monde sait, parce qu'on le répète à longueur de journée, mais le principal souci des États-Unis, ce sont les rapports avec la Chine. Donc, est-ce que c'est la Chine qui va devenir le premier fournisseur de l'Europe, ou est-ce que c'est les États-Unis qui resteront le premier fournisseur de l'Europe? C'est ça la bataille, si vous voulez, qui se livre aujourd'hui à l'intérieur même de l'équipe américaine. Mais ce que je crois, c'est que, à vrai dire, le rôle de J.D. Vance par rapport à Donald Trump, c'est d'affirmer encore plus, et de l'affirmer d'une manière plus subtile, parce que Vance est quand même aussi un idéologue, beaucoup plus que Trump. Ce n'est pas l'homme des grandes déclarations, mais c'est l'homme des déclarations fortes sur un certain nombre de points. Et vous avez très justement rappelé son discours de Munich en février 2025, qui affirme que les États-Unis ont un rôle particulier dans le monde, et en dehors même de leur relation avec l'Europe. Gallagher. Il y a beaucoup de choses à dire. Il est intéressant, hein, J.D. Vance. D'abord, pour moi, en tous les cas, parce qu'il n'est pas du tout sincère. Mais il met une grande intelligence, c'est quelqu'un qui est très très bien câblé d'un point de vue cérébral, au service de ses ambitions. Il est passé de comparer Donald Trump à Hitler, à dire qu'il est absolument génial. D'ailleurs, Elisabeth tout à l'heure faisait référence à ce long entretien de Susie Wiles, donc la directrice du cabinet dans Vanity Fair. Elle dit de J.D. Vance, elle dit, vous savez, ce type, son adhésion au Trumpisme, c'est pas de la croyance, de la foi, c'est parce qu'il était en pleine campagne sénatoriale et que ça servait ses ambitions. Donc c'est quelqu'un qui est capable de vous faire le trajet en sens inverse. Ensuite, et ça a été dit, la route jusqu'à 2028, elle est très très longue, donc on peut avoir des déclarations qui vont un petit peu dans tous les sens. Moi, mon intime conviction, c'est qu'en l'occurrence, quelque chose qui est sincère à la fois chez J.D. Vance et chez Donald Trump, c'est qu'ils ne détestent pas du tout l'Europe. Ils n'aiment pas l'Union européenne, mais ils adorent l'Europe parce que ce sont des gens qui sont obsédés par l'identité et ils savent qu'ils viennent ici. Leurs racines, elles ne sont pas en Amérique latine, elles ne sont pas en Asie, elles sont ici. Elles sont entre l'Écosse, l'Allemagne et d'autres beaux pays qu'on a autour de nous. Sur l'idée de cette vassalité, en fait, il y a une expression utilisée notamment dans le grand continent, dont je pense qu'elle est très juste, tout à l'heure on citait Giuliano Empoli, qui est l'idée de la vassalisation heureuse, qui est précisément ce qui nous est proposé et qui va être maintenu. Les Américains ne vont pas partir pour des raisons identitaires, pour des raisons économiques, l'OTAN c'est de l'argent, mais aussi parce que la Maison-Blanche, aussi forte et unitaire dans sa conception du pouvoir soit-elle, il y a quand même le Congrès qui a un rôle à jouer. On a beaucoup parlé de la stratégie de sécurité nationale. Le Congrès, dans la foulée, à la fois par la Chambre basse et la haute, le Sénat, a promulgué une loi, donc au travers d'un document qui lui ne fait pas 30 pages mais 3000 pages, dans lequel il met un cap en disant « Vous ne pourrez pas, sans passer par notre autorité à nous,
élu, donc représentant du peuple américain, faire baisser le nombre de troupes américaines en dessous de la barre des 76 000 soldats. Dans ce même document, il y a plusieurs centaines de millions de dollars d'aides qui sont allouées à l'Ukraine. Donc effectivement, il y a un rapport de force entre ces deux éléments, ces deux piliers de la démocratie américaine. La messe n'est pas dite, et plutôt que de s'appesantir sur ces déclarations et de pleurnicher, si vous voulez, comme on le fait sur ces Américains qui nous maltraitent et nous menacent, mais plutôt prendre le verre à moitié plein et se dire, mais quelle chance on a qu'ils fassent de manière aussi claire sonner le réveil qui doit, et tout à l'heure j'ai utilisé ce gros mot et je vais le prononcer à nouveau, faire qu'on sprinte en direction de notre souveraineté, de notre autonomie, et qu'on mêle effectivement, comme c'est un gros mot, la souveraineté européenne. Bien sûr, pour certains. Qui d'ailleurs, dont j'ai guetté aujourd'hui des réactions face à... pas que, en Europe aussi. Non, en Europe aussi, oui. Mais... tout à l'heure, on se posait la question des réactions en France, des uns et des autres par rapport à ce qui était infligé à l'ancien commissaire Thierry Breton. Donc je note que parfois des gens qui se disent souverainistes ont une conception, en tous les cas, qui n'est pas la mienne de la souveraineté, quand on célèbre les attaques d'un adversaire extérieur contre les membres de notre communauté nationale. Bref, je referme cette parenthèse. Mais donc, que l'on se donne à la fois au travers des mots, mais les moyens au service d'une volonté d'autonomisation qui fait qu'on arrêtera de passer des heures à commenter ce que des gens à l'extérieur racontent et qu'on se concentrera davantage sur ce qu'on fait ici à l'intérieur. Ce qui est très intéressant, je pense, avec J.D. Vance, c'est que, contrairement à Donald Trump, qui est un populiste extravagant, qui raconte souvent n'importe quoi uniquement pour amuser la galerie, et ça fonctionne d'un point de vue électoral, Vance, lui, est un vrai idéologue. C'est un catholique converti, il est clairement d'ultra-droite, limite suprémaciste d'ailleurs, et finalement, avec son idéologie, il est... Il n'est pas suprémaciste, pardon. Je vous interromps, Xavier. En fait, je pense que... Je veux dire, je vais dire quelque chose de très 2025. Regardez la femme de J.D. Vance. Regardez les enfants. Oui, mais de ça n'empêche pas. Regardez Alice Weidel. C'est pour ça que je vous dis que absolument. C'est pour ça que je vous dis que ces gens-là, et qui est marié à une femme. Ces gens-là, absolument. Donc ces gens-là on ne peut sont aussi, pas sincères, il peut y avoir des relents. Très plastique, pardon. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un idéologue et que finalement, il peut mieux convenir aux partis d'extrême droite qui pourraient prendre le pouvoir en Europe d'ici quelques années. Nigel Farage en Grande-Bretagne, Marine Le Pen en France, Alice Weidel pour l'AfD en Allemagne, que finalement, il est plus dans leur cadre à eux que ne l'est Donald Trump, qui me paraît être un produit extrêmement américain et qui fonctionne sur un public, sur des électeurs américains, beaucoup moins sur des électeurs européens. En tout cas, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans les rapports que ces partis entretiennent avec Donald Trump. Ils évitent de trop se mouiller parce qu'ils se demandent si en fait c'est pas contre-productif pour leur élection à eux. André Caspi, dans la réponse à l'Amérique qui nous mène une guerre, je voudrais vous faire réagir, puisque vous nous avez rejoint, à ce qui a provoqué évidemment le questionnement de ce grand dossier, le bannissement de Thierry Breton, interdit de visa sur le sol américain par l'administration Trump. On peut voir sa réaction, parce que son seul tort, c'est d'avoir plaidé depuis des mois pour une meilleure régulation du milieu de la tech dans la lutte contre la désinformation. Et voici la réaction de l'ancien ministre de l'économie. Un vent de macartisme souffle-t-il à nouveau à nos amis américains? La censure n'est pas là où vous le pensez. Est-ce que ce n'est pas justement paradoxal pour un gouvernement américain qui reproche aux Européens de censurer ceux qui pensent différemment de la doxa européenne, quelqu'un qui ose exprimer un point de vue différent? Oui, je crois que ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la préoccupation des États-Unis à l'égard du reste du monde. C'est-à-dire qu'au fond, là, nous sommes en train de parler des relations des États-Unis avec l'Europe, mais est-ce que c'est la principale préoccupation aux États-Unis? Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit la principale préoccupation. Ils ont, par exemple, un rôle très important dans les relations avec l'Amérique latine,
Aujourd'hui, par exemple, le combat contre la drogue, le combat contre l'immigration illégale, cela fait partie, si vous voulez, des préoccupations quotidiennes des dirigeants américains et en même temps des opposants américains, parce que on reproche à Donald Trump, on reproche à son équipe d'agir d'une manière violente à l'encontre des États sud-américains ou latino-américains. Et par conséquent, ça veut dire que ça c'est une préoccupation importante, plus que la relation avec l'Europe. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, reste évidemment le gros morceau, c'est-à-dire les relations avec la Chine. C'est ça qui est important. Donc, cela veut dire au fond que pour Donald Trump, comme pour J.D. Vance avec, vous avez raison les uns et les autres, c'est un idéologue, c'est un homme qui est... excusez du peu, mais enfin, il est quand même plus intelligent que Donald Trump. Mais en même temps, il est très changeant. C'est-à-dire qu'au fond, si on compare J.D. Vance 2025 avec J.D. Vance 2017, c'est pas le même homme. Hein. Ah, c'est ce que disait Gallagher. C'est pas le même homme. Hein. Par rapport à Trump, c'est une évidence. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'au fond, là, comme chacun le sait, J.D. Vance prépare sa candidature. Bon, d'accord, mais il prépare sa candidature, mais c'est pas dans ses relations avec l'Europe. Les Américains ne sont pas passionnés par les relations avec l'Europe. Ils sont passionnés par le taux d'inflation, ils sont passionnés par l'État dans les villes, dans les États. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des soucis tout à fait différents de ceux que l'on pourrait estimer. Et c'est pour cela que nous avons une vue qui est peut-être partielle, pour ne pas dire partiale, des États-Unis. Voilà. Je rajouterais que pour les Américains, ce qui frappe dans les discours de J.D. Vance, par exemple, en ce moment, celui à Turning Point, où il parle de ne pas exclure Candace Owens et Nick Fuentes, et il parle de pouvoir être blanc en Amérique. Là où, pour donner raison à Xavier tout à l'heure, c'est qu'il dit dans les États-Unis de Donald Trump en 2025, vous n'avez plus à vous excuser d'être blanc. Oui. Et il a des propos qui, par contre, sont beaucoup plus impactants au niveau non seulement de la population électorale, mais aussi en interne. On a vu cette semaine des gens de Heritage Foundation quitter la Heritage Foundation pour aller chez Mike Pence. Donc il y a aussi des enjeux, et je rejoins André Caspi, qui sont beaucoup plus importants pour les Américains, que ce soit pour les politiques ou pour l'opinion publique, qu'on ne voit pas d'ici et qui n'inclut absolument pas l'Europe. Entre l'inflation et des problèmes d'antisémitisme, de racisme, des problèmes en interne, il y a d'autres choses qui préoccupent les Américains aujourd'hui.